Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment choisir son logiciel d'intégration continue. Donc on va voir une comparaison de plusieurs logiciels d'intégration continue, mais avant ça je vais vous présenter bien entendu ce que c'est l'intégration continue, mais également la livraison continue ou le déploiement continu, la différence entre les deux, déploiement continu, livraison continue, tous les concepts qu'il y a derrière, c'est-à-dire également les gestionnaires de sources, puisque on démarre à partir d'un gestionnaire de sources, mais également les tests, puisque il y a beaucoup de tests dans le concept d'intégration continue. Voilà, on verra tout ça, et à la fin, on verra une comparaison entre les différents logiciels pour voir lequel choisir. Par contre, la démo qu'initialement j'avais prévue dans cette présentation se fera dans une autre vidéo, parce que là, ça faisait vraiment trop long. Là déjà, on est déjà très très long. Allez, on part de suite sur la présentation de tout ça. Voici donc la présentation, choisir son intégration continue. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va commencer par une introduction à ce qu'est le mouvement DevOps et la méthode agile, puisque ce sont deux concepts qui utilisent de manière importante l'intégration continue. On confond même parfois DevOps et intégration continue, même si ce n'est pas la même chose. On continuera donc avec la définition de l'intégration continue et on verra ensuite la gestion du code source, centralisé ou décentralisé, puisque c'est la première étape de l'intégration continue, de gérer son code source avec un gestionnaire de code source. On verra ensuite les différents types de tests et les outils qu'on va pouvoir utiliser. On continuera avec la livraison continue, Continuous Delivery en anglais, et ensuite le déploiement continu, on verra les différences entre les deux, Continuous Deployment en anglais, et donc les deux ont pour même abréviation CED, CD en anglais, et donc en anglais on parlera très souvent de CI pour Continuous Integration et CD. Voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver fréquemment. Et on terminera avec donc la comparaison de différents logiciels serveurs d'intégration continue. Ce sera la fin de la présentation, mais après ça, après la présentation, il y aura une petite démo avec le logiciel qu'on aura choisi durant la comparaison, et on verra donc comment s'utilise un logiciel d'intégration continue. Ce qu'on ne va pas voir aujourd'hui, donc il n'y aura pas de tuto d'installation d'un logiciel. On ne va pas voir les différents aspects d'un logiciel et comment les utiliser. On ne va pas parler d'autres outils comme par exemple Docker et Kubernetes, ou juste un tout petit peu. Et on ne parlera pas d'outils de déploiement que sont Vagrant, Puppet, Chef, Celt ou Ansible, même si c'est aussi très intéressant, mais on ne peut pas tout voir. Voilà, j'espère que vous avez été réveillés pour voir ce qu'est donc l'intégration continue. Donc on va retrouver très souvent ce schéma là pour dire que donc on a une boucle infinie qui continue tout le temps. Donc l'intégration continue, c'est la pratique de construire complètement le logiciel et le tester entièrement. En particulier, on va tester les interactions entre les différents modules, donc c'est ça l'intégration, mais aussi on va construire complètement le produit livrable, l'artefact ou l'artefact. Et ce process est effectué de manière continue, c'est-à-dire sans intervention humaine, de manière automatisée et automatique. Cette pratique, donc l'intégration continue, elle est assez ancienne, mais elle est mise en lumière par l'émergence des concepts récents que sont le mouvement de DevOps et Agile, qu'on va voir par la suite. Donc toute cette partie en orange, donc c'est
l'intégration continue et le déploiement continu. On va, avant ça, pendant la phase de code, utiliser donc des IDE qui vont nous permettre d'avoir de la compression, de la complétion, donc des outils de l'aide pendant l'édition du code, et également des linters qui vont pouvoir suppléer et nous trouver les erreurs qu'on a pu faire en écrivant le code. Donc avant de trouver les erreurs avant la phase de build, pendant la phase de codage. Donc on va, durant la phase de test, avoir des tests unitaires, des tests de la partie interface, des tests de performance. On va pouvoir utiliser différents types de tests qui vont pouvoir nous permettre de voir tout ça. Et également pendant la partie où on va être en mode d'opération, on va pouvoir utiliser d'autres tests qui sont les tests A et B pour pouvoir choisir entre deux options différentes, et les tests de chaos pour pouvoir prévenir les erreurs qu'on va pouvoir avoir en cas de surcharge de serveur. On va également avoir des outils d'analyse de log et de crash, donc pendant la phase de mesure, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé et donc mesurer, et pour pouvoir être plus efficace sur ce qui va se passer. Et on va planifier donc les opérations, donc avec des outils de création de plans de test, et on va pouvoir faire aussi soit du TDD soit du BDD pour faire donc du test driven development, behavioral driven development, qui sont des techniques de développement qui sont basées sur le test. Comme je le disais, l'intégration continue, c'est un concept ancien. Dans les années 60 déjà, IBM utilisait de l'intégration continue, puisqu'il faisait un build pour l'OS 360 4 fois par jour, donc très fréquemment. Ça prend ses origines dans l'XP, l'Extreme Programming. Et donc en 1989, le trio Kaiser, Perry et Shell, avec le projet Infuse, avait déjà de l'intégration continue. En 1994, Gradier Bush utilise le nom intégration continue dans la publication Object Oriented Analysis and Design with Applications. Et en 1997, Kent et Jeffries qui invente donc l'extreme programming avec le CI dans le projet Chrysler Comprehensive Compensation Systems. Juste un dernier point, il n'y a pas de langage spécifique pour la programmation continue. Si effectivement initialement c'était à travers des projets Java et C++ qu'on retrouvait principalement l'intégration continue, actuellement on l'utilise également pour des projets PHP, mais bien entendu beaucoup dans les projets JavaScript et TypeScript, ainsi que des projets Python, Rails, Go et encore d'autres langages. Donc voilà, on retrouve maintenant ce concept-là dans tous les langages. Donc la méthode agile, c'est apparu donc avec le manifeste agile en 2001. Ce sont 4 valeurs déclinées en 12 principes. Alors, les 4 valeurs, c'est accorder de l'importance aux individus et à leur interaction plutôt qu'aux processus et aux outils, à un logiciel fonctionnel plutôt qu'à une documentation exhaustive, accorder de la valeur à la collaboration avec les clients plutôt qu'à la négociation contractuelle, et à l'adaptation au changement plutôt qu'à l'exécution d'un plan. Donc vous retrouverez tout ça sur agilemanifesto.org. Et donc en 2 mots, qu'est-ce que c'est la méthode agile? Ça va être utiliser une approche itérative, incrémentale et adaptative, et collaborative,
capable de prendre en compte les besoins initiaux du client et se lier aux évolutions ainsi qu'à l'amélioration du process. Donc ensuite, ça se décline en différents frameworks, par exemple Scrum ou Kanban, entre autres. Voilà. Et donc, le DevOps, c'est un mouvement d'unification de la partie développement logiciel et de la partie administration système, donc le Dev et le Ops. Donc on va rapprocher les deux équipes plutôt que de faire en sorte qu'il y ait de l'antagonisme entre les deux équipes. Et donc ça a été initié en 2007 par le Belge Patrick Debois. L'idée donc c'est d'avoir des cycles de développement plus courts, donc c'est là qu'on rejoint la méthode agile, et d'augmenter donc la fréquence de déploiement, donc avec de la livraison continue. Et donc l'agile infrastructure a été introduit par Debois et Schaeffer à la conférence de Toronto en 2008, et en 2009 les mêmes Schaeffer, Andrew Schaeffer et Patrick Debois au DevOps Day ont rapproché le DevOps et l'intégration continue et introduit les différences entre les deux. Et voilà, donc ces deux concepts, la méthode agile et le mouvement DevOps, donc vont utiliser l'intégration continue. Bon, c'est pas obligatoire, mais on le retrouve très souvent dans le DevOps, à tel point que, comme je l'ai déjà dit, parfois il y a une confusion entre le DevOps et l'intégration continue pour dire que c'est la même chose, alors que bon, c'est quand même deux choses différentes. Et on peut très bien faire de l'intégration continue en méthode agile sans être dans le DevOps, et on peut très bien faire du DevOps avec de l'intégration continue sans être en méthode agile. Mais bon, très souvent, on va retrouver les trois concepts ensemble. Donc l'intégration continue, c'est résoudre un problème. Ce problème, c'est qu'on va avoir Aline et Bernard qui vont travailler sur les mêmes choses. Ils ont chacun leur fichier, mais ils ont un fichier F3 commun. Et Aline l'a modifié et Bernard l'a modifié. Aline, elle va modifier la première ligne. Elle va rajouter encore des éléments. Bernard va supprimer des choses. Et au final, quand on va vouloir rapprocher les deux, eh ben, ça marche plus. Et donc on va arriver dans ce qu'on appelle en anglais l'integration hell ou le merge hell, parce que tout simplement c'est pas possible de réconcilier les deux, puisque Aline elle a fait des modifications sur une ligne que Bernard a modifiée, Aline a modifié toute une ligne et Bernard a modifié la fin de la ligne, donc les deux ça ne va pas pouvoir cohabiter, et donc il va falloir s'asseoir ensemble et regarder qu'est-ce qu'on fait, on garde ta ligne, on garde ma ligne, voilà, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Et pour faire ça, le problème c'est que si on fait ça quand on a passé beaucoup de temps, si on fait ça au bout d'un mois, qu'on a développé chacun dans son coin et qu'on revient là-dessus, c'est là où ça devient véritablement l'enfer, parce qu'on va plus se souvenir de pourquoi on a modifié ça, qu'est-ce qui s'est passé, on va avoir énormément de choses à réconcilier et qui vont être faites des deux côtés et qui vont être en conflit. Et donc ça va être là le véritable problème. Tandis que si on fait régulièrement cette réconciliation-là, on va arriver à quelque chose de plus facile à arranger, parce que le but c'est de pouvoir faire ça très fréquemment, de telle sorte que, ah ben oui, je m'en souviens, c'est quelque chose que j'ai fait aujourd'hui, oui, j'ai fait ça, toi tu as fait ci. Bon, on va pouvoir, si c'est très rapproché, on va s'en souvenir, c'est frais, et on va pouvoir travailler ensemble et décider de ce qu'on fait.
Donc l'intégration continue, c'est à chaque commit, on va faire l'intégration. Donc on retrouve Aline et Bernard avec leurs fichiers chacun à eux. Mais cette fois-ci, ils vont utiliser un gestionnaire de source. Donc Aline, elle a récupéré son fichier, elle le modifie, elle le remet dans le gestionnaire de source. Et cette fois-ci, l'intégration continue se déclenche. Mais là, il n'y a rien à dire, puisqu'elle est toute seule. Là, Bernard, lui, il va récupérer le fichier, il va supprimer des éléments qu'avait modifié Aline, et on va refaire un coup d'intégration continue. Et là, du coup, comme il y a l'intégration continue, s'il supprime une ligne et que cette ligne, Aline l'a mise dans des tests et qu'elle utilise cette fonction-là qui est définie dans ces tests, de suite, on va s'apercevoir que ça casse parce qu'on a des tests. Et donc, automatiquement, comme les tests sont cassés, l'intégration continue, elle va envoyer un mail à Aline et à Bernard. Ils vont être au courant tous les deux que les modifications de Bernard ont cassé les tests de l'intégration continue, que donc il y a potentiellement des conflits, et donc ils vont voir ensemble comment on va résoudre les conflits, puisque c'est la modification de Bernard qui casse les tests de Aline. Et donc c'est à eux deux qui vont prendre la décision de ce qu'on va faire. Et donc on va potentiellement, par exemple, corriger, apporter des modifications sur la ligne pour pouvoir remettre dans le gestionnaire de source, relancer l'intégration continue. Et tout se passe bien. Et du coup, Aline, elle va récupérer les modifications. Elle va en ajouter d'autres. Et là, du coup, il n'y a plus de merge L. Donc, tout va bien. On est cool. Et donc, on fait apparaître que, en fait, quand on a une situation problématique, il ne faut pas la déporter comme on faisait avant au bout d'un mois et essayer de faire la réconciliation. La solution, c'est de la reproduire souvent, comme ça on va la faire disparaître très rapidement. Si on fait une intégration continue, donc là, c'est-à-dire que c'est immédiat, dès que Bernard va committer, hop, on voit qu'il y a un souci, on va pouvoir de suite, Bernard, il sait de suite ce qu'il vient de modifier, il s'en souvient. Aline, elle va pouvoir voir avec lui la modification, comment on peut faire passer ses tests et voir arriver de suite à une solution. Et donc on voit de suite que on va pouvoir lister ici, avoir un résultat avec tout ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et donc typiquement pour lancer l'intégration continue et les tests, donc là on voit qu'on peut utiliser Docker avec de la virtualisation via Docker pour lancer le build et les tests, et donc qui va nous aider à gérer tout ça. Comme on vient de le voir, l'intégration continue, la première étape, c'est le gestionnaire de source. Les gestionnaires de source, on a démarré avec des gestionnaires de source locaux. Il y a eu SCCS en 1972, et puis après GNU RCS en 1982. Donc on voit qu'on a pris 10 ans pour améliorer un petit peu, mais on était toujours sur des gestionnaires de sources locaux. Et c'est en 1990, avec CVS, qu'on a eu un gestionnaire de sources centralisé, où on avait donc un repository central où il y avait tout le source, et on interagissait avec ce gestionnaire de sources-là. Et depuis 2000, donc on a SVN, qui est maintenant le gestionnaire de sources qu'on utilise quand on veut utiliser un gestionnaire de sources centralisé. Et donc ça s'utilise de la manière suivante avec l'intégration continue. On va avoir notre fichier sur lequel on fait des modifications. On va publier cette version dans le gestionnaire de source, on appelle ça comité.
Et donc dès qu'on commit, eh bien, automatiquement il y a l'intégration continue qui est lancée. Ensuite on va récupérer ce fichier. Donc Bernard, c'est ce qu'il va faire. Il va faire ses modifications et il va de nouveau committer. Et là, de nouveau, on va lancer l'intégration continue. Donc l'intégration continue va se lancer à chaque fois qu'on va publier sur le gestionnaire de source. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas publier sur le gestionnaire de source des versions qui ne sont pas complètement terminées. Il va falloir attendre d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment, parce que sinon, si on publie quelque chose qui n'est pas complètement terminé, comme l'intégration continue est lancée, on va casser les tests de l'intégration continue, et donc l'intégration continue ne va plus fonctionner. Donc voilà, donc c'est la grosse problématique avec les gestionnaires de source. Et donc on voit qu'on va continuer comme ça à chaque fois. On va lancer les différentes étapes. Les gestionnaires de sources décentralisés, donc il y en a 3 principaux que sont Git, Mercurial et Bazaar. Mercurial, l'abréviation c'est AG pour l'élément Mercure qui est Mercurial en anglais. Et donc les 3 ont été créés en 2005. Bazaar qui est sponsorisé par l'entreprise Canonical qui est à la base de Ubuntu est le premier à sortir une version en mars 2005. Et juste après, il y a Mercurial qui a livré une première version quelques jours après que Linus Torvalds ait commencé le développement de Git. Donc on voit que Git est celui qui est arrivé en dernier. Linus Torvalds avait créé ça pour gérer le développement de Linux et remplacer le logiciel propriétaire BitKeeper. Mais au final, aujourd'hui, c'est Git qui est utilisé de manière prédominante et les deux autres sont utilisés de manière beaucoup plus à la marge. Le fonctionnement est le même pour les 3. On va avoir un repository commun, mais on va avoir aussi des repositories locaux. Et donc, Aline a son repository et Bernard a son repository. Aline a son fichier, elle fait des modifications dans son fichier, elle est publiée dans son repository local. Elle fait des deuxièmes modifications, elle est commit de nouveau dans le repository local et quand elle est prête, elle publie toutes les modifications sur le repository commun. Et là, du coup, on va avoir l'intégration continue qui est déclenchée à chaque fois qu'on publie sur le repository commun. Bernard récupère les modifications dans son repository local. Il va faire des modifications qu'il va publier en local. On commit de nouveau une autre modification en local et on publie tout ça sur le repository commun et on va lancer de nouveau l'intégration continue. Et encore une fois, Aline elle récupère les modifications, elle fait des modifications locales, elle les publie sur le repository commun et on lance à chaque fois l'intégration continue. Donc là, la différence, c'est qu'on va pouvoir committer en local nos modifications, donc autant qu'on veut, et même si c'est des choses qui sont en cours, qui ne sont pas terminées, c'est pas grave, on peut déjà les committer, donc on est sûr qu'on ne les perd pas. Et après, une fois qu'on est bon, on publie sur le repository commun. Et on peut même, si on veut, selon les stratégies mises en place, on peut avoir plusieurs repositories communs et publier sur différents repositories communs. Mais là, ça demande des stratégies un peu plus complexes. Donc justement, les stratégies, avec Subversion, la stratégie elle avait été définie dans le manuel de Subversion. On a un répertoire trunk, qui est le répertoire dans lequel on a la version principale. Et chaque fois qu'on va vouloir faire des versions dans la durée, parce qu'on va publier de manière... on va faire une version un peu longue. Et donc voilà, on va faire des feature branch. Donc on va avoir un répertoire branches dans lequel on va créer des sous-répertoires à chaque fois qu'on veut faire une version qui va s'inscrire dans la durée. Ça permet d'avoir sur le trunk la version de prod dans laquelle on va développer et on va pouvoir committer régulièrement
et on va pouvoir remettre les versions de branch sur la version trunk. Et on va également avoir un répertoire tag qui va nous permettre de suivre les versions. Donc c'est la manière de travailler dans Subversion. Et là, je vous ai mis l'exemple de la doc officielle où on a des modifications qui sont faites et on va publier des versions sur une version branche ici et tout en continuant à travailler sur le truc. Pour la stratégie en version décentralisée, typiquement avec Git, on a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées, puisqu'on a eu plusieurs personnes qui ont voulu faire différentes stratégies. Donc en 2010, en janvier 2010, il y a Vincent Dresen qui a publié le Git Flow, qu'on voit ici, et qui est donc une stratégie qui est quand même assez complexe parce qu'on a différentes branches, on a les feature branches, les release branches, une branche develop, des hotfix, plus la branche master, tout ça donc se publie là-dedans. On a le GitHub Flow qui a été fait par GitHub pour avoir une stratégie plus simple et qui donc utilise les pull requests qui s'appelle un merge request dans GitLab et qui va nous permettre donc de pouvoir approuver des modifications et de pouvoir également gérer les donc différentes manières d'intégrer des modifications dans notre branche master. Et GitLab Flow a sorti plusieurs stratégies. Il y a la production branch avec une ligne master, une ligne production. Il y a l'environnement branches avec une ligne staging, une ligne production. Et là, je vous ai mis la release branches avec de la correction de bugs dans master et en cherry pick. On va intégrer les modifications dans les branches séparées pour éviter d'oublier de réintégrer les modifications dans les branches. Google et Red Hat utilisent cette stratégie en pratique upstream first. Et même Vincent Dresen, qui était à l'origine de Gitflow, indique que sa solution n'est pas forcément la solution à utiliser dans toutes les organisations, et en particulier pour un logiciel web où on a donc une seule version, et où on travaille probablement en continuous delivery, ça ne va pas être la meilleure stratégie utilisée. Par contre, pour un logiciel distribué, un logiciel client qui va être distribué en plusieurs versions dans la nature, ça peut rester une bonne solution. On a aussi la stratégie Git DMZ Flow, qui peut être une bonne stratégie. Donc voilà, il y a plein de stratégies possibles. Si ça vous intéresse, on pourra faire une autre présentation qui détaillera toutes les stratégies possibles. La base, ce qu'il faut retenir pour le gestionnaire de sources, c'est que donc, ça c'est ce que je pense, il est préférable d'utiliser un gestionnaire décentralisé à un gestionnaire centralisé comme Subversion, de préférence Git, qui est le plus répandu, donc qui sera plus facilement appréhendé par les équipes. Et ça permet d'avoir donc un repository local et d'effectuer des pull merge requests, donc selon ce qu'on utilise, ça va être soit pull request ou merge request, qui vont nous apporter une plus grande souplesse de fonctionnement. L'idée, quoi qu'on utilise, c'est de committer très souvent. Donc il faut pousser les équipes à committer régulièrement et donc de définir une norme pour utiliser les commentaires, pour avoir des commentaires utiles à chaque commit, et également d'utiliser des tags, des labels pour les versions, pour gérer les releases, et donc pour pouvoir effectuer ensuite des releases de manière automatique.
Quand on fait de l'intégration continue, on parle d'une chaîne d'intégration continue. En anglais, on dit le pipeline. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on va pouvoir rajouter des étapes de vérification supplémentaires, puisque jusqu'à maintenant, ce qu'on avait vu pour l'intégration continue, on faisait le build, donc même dans le cas d'un logiciel non compilé, on va avoir un build, mais également les tests, mais on va avoir d'autres choses qu'on va pouvoir ajouter. Donc en plus du build et des tests, on va vouloir vérifier par exemple les normes de programmation si elles sont bien appliquées. Donc on a utilisé des outils comme CheckStyle, FoundBugs, PMD, Covertura, Scale. Tout ça on peut l'intégrer dans SonarCube mais aussi dans l'IDE. Donc CheckStyle c'est pour le respect des normes de codage. PMD, c'est pour la recherche de problèmes potentiels, des bugs potentiels, le code mort, la duplication de code. FindBug, c'est pour une analyse fouillée du code Java principalement, et la détection de problèmes assez complexes, problèmes de sécurité, performance, multithreading. Covertura, c'est des outils de couverture de test. Et Scale, donc c'est quelque chose qui est encore dans la recherche. C'est pour Software Quality Assessment based on Life Cycle Expectations. Et donc ça va mesurer la qualité logicielle pour évaluer la dette technique. Et donc comme je le disais, tout ça on peut l'intégrer dans SonarCube et parfois aussi dans l'IDE selon l'IDE. Mais on a aussi Jacoco et Clover. Donc Jacoco c'est un outil de couverture de test en Java. Clover c'est pour faire des outils de couverture de test qu'on peut intégrer dans l'IDE. Et puis donc pour d'autres environnements, on va avoir PHP CheckStyle, JS pour donc, du JavaScript int, PyLint pour donc un genre de compilation. Et voilà, donc encore d'autres choses pour du Python. Et on peut aussi créer la doc et également rajouter des tests supplémentaires. Donc on va pouvoir faire du smoke testing, du sanity testing pour vérifier l'intégrité de notre code. Des tests fonctionnels avec typiquement Selenium, mais aussi Cypress ou Test Project ou Storybook avec Loki. On va pouvoir faire des tests d'API avec SOAP API, SOAP-UI ou Postman. On va pouvoir faire des tests de résilience avec la suite de Camus Monkey et toute la Symbian Army. Et on va pouvoir également gérer les tests et les jeux de tests avec des outils qui sont donc pas des outils pour tester, mais pour planifier les tests comme SquashTM, TestLink ou ReferTest. Donc en fait, voilà, l'intégration continue, pour que ça fonctionne vraiment, c'est qu'il va falloir faire beaucoup de tests, mais pas que des tests comme on a pu voir aussi au début, on a dit, on va vérifier les normes de programmation. Et donc pour tout ça, il va falloir définir des jeux de données qui sont très importants pour définir les tests. Les bonnes pratiques de l'intégration continue, donc on a déjà vu plusieurs fois, c'est maintenir un repository du code. J'ai dit que principalement on allait pouvoir préférer Git, même si moi je préfère Mercurial, mais Git aujourd'hui c'est celui qui est le plus utilisé de partout. Et donc pour que ça fonctionne, il va falloir committer fréquemment, au moins une fois par jour, il faut qu'on commit du code valide dans le repository commun pour déclencher l'intégration continue et vérifier que ce qu'on a fait, ça fonctionne. Et donc il va falloir construire un build automatique. Puisque l'intégration continue, elle va lancer le build, il faut qu'on puisse lancer un build avec une seule commande, que ce soit Maven ou Make ou autre. Et le build, c'est pas forcément que pour du Java ou du C++, pour les autres langages aussi. Et dans ces autres langages, ça va vouloir dire récupérer les différentes versions, etc. La chaîne de l'intégration continue doit être rapide, pas plus de 10 minutes, parce que si c'est trop long, on va pas vouloir le faire, ça va amener tout un tas de problèmes.
et les commits doivent déclencher un build sans erreur. Donc ça c'est ce qu'on appelle le unbreakable build. Et donc ça veut dire qu'on va merger, avant de faire le commit, on va merger notre code avec le code existant pour être sûr que on va pouvoir lancer avant les tests et donc lancer que l'intégration continue se fasse sans erreur. Donc bon, là c'est les équipes qui sont à un certain niveau de maturité qui vont pouvoir se lancer sur des unbreakable builds. Et donc chaque fois qu'on fait de la correction de bugs, on va rajouter le cas de test à la suite de tests pour augmenter notre suite de tests. Donc ça fait partie des bonnes pratiques qu'on va rajouter. L'autre bonne pratique, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse voir le résultat de la dernière intégration. Donc pour ne rien cacher, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe sur l'intégration continue. Et donc on va tester dans un environnement jumeau de la production continue, donc un continuous deployment. Et pour ça, le mieux c'est d'utiliser des environnements avec de la virtualisation. Donc pour terminer sur l'intégration continue, on va voir les coûts et les bénéfices de l'intégration continue. Donc les bénéfices, on va détecter les bugs plus tôt et ils vont être plus faciles à corriger. On va éviter le chaos d'intégration de la dernière minute comme on a vu quand on avait le merge L, quand on tardait trop, puisqu'on va le faire fréquemment. Donc là du coup, voilà, il n'y aura pas juste avant de livrer, il faut tout intégrer et on n'y arrive pas, etc. Ça c'est fini, ça n'existe plus avec l'intégration continue. Donc on va arriver plus facilement à retourner à un bon état en cas de souci durant les tests unitaires ou en cas de bug, puisque on a fait des cycles très courts et donc on est capable de revenir à la version de juste avant où il n'y avait pas ce problème là et donc on est à cette version là et là on peut rajouter les morceaux et repartir de cette version là, donc on n'a pas trop de pertes. Et puisque quand on fait l'intégration continue, on va construire le logiciel et construire un artefact, on a toujours un build récent qui est disponible, qu'on va pouvoir présenter pour faire des tests ou pour des démos. On a une dernière version qui est utilisable. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a encouragé les bonnes pratiques, comme on a vu. Pour faire l'intégration continue, il nous faut un gestionnaire de sources. On va devoir effectuer des tests fonctionnels, unitaires. On va vouloir intégrer la vérification des normes de développement. Donc on va créer des normes de développement qu'on va devoir appliquer et contrôler. Donc tout ça, ça participe au fait d'avoir des bonnes pratiques et elles sont encouragées par l'utilisation de l'intégration continue. Les contraintes, on va changer les processus habituels, puisqu'on va vouloir committer très souvent, intégrer des tests, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on faisait précédemment. Il va falloir créer un environnement d'intégration continue, donc ça veut dire un serveur pour le build, pour les tests, donc ça demandait des ressources matérielles mais aussi humaines, des nouvelles compétences à acquérir et du temps à passer pour créer tout ça et pour le maintenir. Et on va devoir aussi créer des tests unitaires pour tout le code, ce qu'on n'avait pas forcément précédemment. Et créer également d'autres tests, des tests d'intégration, des tests fonctionnels, des tests d'interface. Et tout ça, donc c'est du temps à passer et des tests à créer en plus. Et toute la valeur de l'intégration continue, elle dépend principalement des tests. Donc les tests, c'est la partie très importante et qui va faire en sorte que, oui, on va apporter des choses avec l'intégration continue ou pas, apporter de la valeur.
Donc le continuous delivery, c'est pour aller donc du code à la production. Donc on a vu qu'on avait l'intégration continue qui allait nous permettre de générer un build et d'effectuer des tests. Et également, on va pouvoir, puisqu'on a effectué un build, on a une version, cette version-là, on va pouvoir l'intégrer dans un gestionnaire de version où on va avoir notre version exécutable qui va être dedans. Et pour aller en production, on peut se dire, une fois qu'on a tout ça, on a notre version, on a effectué nos tests, on va livrer direct en production. Bien entendu, c'est pas ce qu'on va faire, parce qu'on va passer par d'autres tests, on va livrer notre version dans différents environnements, et avant d'arriver en production. Donc là, ce qu'on va utiliser, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Chacun va définir comment il veut gérer ces différents environnements de test. Ce type de la continuous delivery, c'est utilisé par les géants du net, par Amazon, par Netflix, par Google, par Flickr, par Facebook. Ils sont tous à utiliser ce genre de pratiques, mais pas que. Il y a également de nombreuses PME et TPE qui l'utilisent, y compris des startups. On peut envisager d'utiliser donc Docker et Kubernetes pour gérer les applications déployées dans les différents environnements. Et Kubernetes en particulier permet de gérer le déploiement, la mise en œuvre et la montée en charge de containers d'applications, donc typiquement Docker. On peut également aussi utiliser Spinnaker pour aider à gérer dans le déploiement, en particulier si on utilise Jenkins. Un petit aparté sur les applications Java, en particulier avec Spring, elles sont pas très bien adaptées à l'utilisation de Kubernetes, puisqu'on parlait de Kubernetes, parce qu'elles sont très grosses et qu'elles sont très longues au démarrage, et que Kubernetes, il va relancer tout seul les applications. Donc, je vous encourage à plutôt aller à regarder du côté de la stack Quarkus avec GraalVM, qui permet d'avoir des applications plus légères et de taille mémoire plus réduite, ainsi qu'un temps de démarrage plus réduit. Et donc, il y a un gros écosystème et une grande facilité d'utilisation, donc avec la stack Quarkus. Donc là, pour en revenir à notre continuous delivery, on a nos différents environnements et automatiquement, si on valide les tests de l'un, on va déployer dans l'autre. Et au final, on va donc là, nos environnements, on a un environnement d'assurance qualité QA pour effectuer les tests de non-régression. On va voir les tests utilisateurs qui vont se lancer. Donc ici, on les lance de manière automatisée et ensuite, on va basculer en pré-prod et staging où on va lancer des tests identiques à l'environnement de production. Et donc là, on va intégrer des nouveaux jeux de données. Ici aussi, à chaque fois, on intègre des nouveaux jeux de données. Par contre, en test utilisateur, on laisse les données telles quelles, puisque on va avoir les utilisateurs qui sont en train de le tester directement. Et donc, on ne va pas réinitialiser les données. Et donc, avant de passer en prod, on va attendre d'avoir un feu vert. Donc, c'est ça le continuous delivery. C'est qu'on avance dans la chaîne, mais on ne livre pas en prod directement tant qu'on n'a pas quelqu'un qui nous donne le feu vert. Donc, il faut qu'on ait ce feu vert pour pouvoir livrer en prod. Et donc, on va faire la livraison en prod, mais la livraison en prod, elle s'effectue juste en appuyant sur un bouton. Mais on va quand même attendre d'appuyer sur un bouton pour livrer en prod. Donc la continuous delivery, les bénéfices, c'est que on a un déploiement simplifié, puisqu'on ne va plus passer des journées à préparer une version. Tout est préparé par toute la chaîne. On n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour livrer en prod et toute la chaîne va faire les livraisons dans les différents environnements de test. Les livraisons, elles sont plus fréquentes puisque c'est chaque fois déclenché par les commits et donc
Du coup, c'est directement livré, testé. Et donc, voilà, on va avoir des livraisons pour les utilisateurs plus fréquentes, avec plus de retours utilisateurs. Et on va avoir moins de pression pour la livraison de petites modifications, puisqu'on est serein sur la gestion de notre livraison, et on sait qu'on arrive à livrer facilement. Les contraintes, c'est que pour arriver à de la continuous delivery, il faut avoir une intégration continue qui soit solide. Donc on va d'abord faire de l'intégration continue avant de passer à de la continuous delivery. Ça demande d'avoir un déploiement automatisé, donc ça demande une maturité sur la gestion des déploiements. Et il va falloir aussi implémenter des activations de fonctions, ce qu'on appelle les feature toggles, pour éviter les branches multiples dans le gestionnaire de source et pour permettre une canary release. Donc typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, par exemple, sur un nouvel écran sur lequel on est en train de travailler, on va dire il va être activé que si, par exemple, dans un fichier ini, on a telle valeur qui est activée, ce qui va pouvoir ce qui va permettre de faire en sorte que l'écran est là. Quand je suis en dev, j'ai activé cette fonction, donc je le vois. Peut-être je vais l'activer dans certains environnements de test, mais au final, quand je vais livrer, il ne sera pas activé cet écran puisqu'il n'est pas fini. Et donc du coup, on va pouvoir livrer tout en ayant un logiciel sur lequel on est en train de travailler et l'écran il n'est pas terminé. Et donc on va pouvoir committer et avoir cet écran, mais il n'est pas livré, il est livré en production, mais il n'est pas visible en production. Et donc c'est ça les feature toggles qui permettent donc les canary release. Et donc, bien entendu, tout ça, ça demande des efforts supplémentaires, mais c'est quelque chose dont on a besoin pour pouvoir faire donc du continuous delivery. Et le continuous deployment, c'est l'étape encore après, où donc on a toujours l'intégration continue avec le build et les tests, on a toujours les différents environnements dans lesquels on va passer de manière automatisée, et là, on va passer également en prod de manière automatisée. Donc on n'a plus l'appui sur un bouton pour dire on passe en prod. Ça veut dire que dès que je commit, je déclenche toute ma chaîne, et si tout est bon, tous les tests sont bons, boum, ça atterrit directement en prod. Et donc, bien entendu, ça demande une maturité supplémentaire. Donc les bénéfices, c'est qu'on va déployer encore plus rapidement en prod. Il n'y a plus de pause, on n'attend plus une validation quelconque. Boum, c'est parti directement en prod. On va avoir des nouvelles versions moins risquées et faciles à réparer, puisque dès qu'on va faire une petite modif, boum, elle va arriver en prod. Et les clients, les utilisateurs, ils vont voir un flux constant de modifications. Donc tout le temps, on va avoir des modifications qui vont arriver et une amélioration de la qualité du système constante. Par contre, les contraintes, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une suite de qualité, de tests de qualité optimum, puisque dès qu'on va committer, on va partir en production, donc il faut être sûr de ce qu'on envoie en production. La documentation, il faut qu'elle soit sur le même rythme que le déploiement de version, puisque, encore une fois, on arrive direct en production. Et bien entendu, il faut que l'activation de fonctions, ce qu'on a vu pour le continuous delivery, c'est encore plus valable en continuous deployment, puisque là, ça part direct en production. Et donc là, on voit qu'on va avoir... On n'est pas obligé d'aller directement au continuous deployment. On peut commencer par l'intégration continue, ensuite on va passer au continuous delivery, et ensuite on va arriver, donc si on veut, si c'est judicieux, au continuous deployment. On peut lancer plusieurs tests différents, ou les mêmes tests dans des environnements différents. Donc on peut lancer des tests sur différents OS, différents browsers, etc. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai différents
type de feu parce qu'on peut lancer ça sur différents environnements. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est de lancer les tests sur différents environnements avec des environnements virtualisés, différents. Donc on va avoir plusieurs chaînes d'intégration continue ou de continuous delivery par exemple. Et en cas de chaîne longue à s'exécuter, on pourra paralléliser les chaînes et donc lancer différents tests en parallèle. Et on pourra avoir des chaînes de CI qui ne s'exécutent pas à chaque commit, mais à heure fixe, par exemple une fois par jour par nuit ou 2 ou 3 fois par jour. Donc si on a des chaînes longues, on va lancer une chaîne minime pour chaque commit, et par contre la chaîne complète très longue avec tout un tas de vérifications, on la lancera que soit par exemple le soir ou par exemple une fois le soir et une fois entre midi et 2. Voilà, donc je l'ai déjà dit, on peut avoir plusieurs chaînes au pipeline qui sont possibles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Toujours plus de tests, donc avec le Test Driven Development et les outils Jasmine et Gauge. Pour faire... on va démarrer les tests avant même de commencer à développer. Le Behavior Driven Development, c'est le niveau encore au-dessus, où on va utiliser le langage Gherkin et Cucumber pour définir ce qu'on veut faire en test, et on va pouvoir utiliser des frameworks comme JBave ou Concordium, ou on peut faire aussi du Software Testing Application avec l'application de tests et la création et l'amélioration. Maintenant, on va voir un exemple d'expérience. En fait, c'est un condensé de plusieurs expériences. Donc tout au long d'utilisation de l'intégration continue, comment on va évoluer dans cette utilisation. Donc c'est une timeline. Là, pour cet exemple, j'ai pris avec Jenkins. Donc le premier jour, on met toute l'intégration continue sur un seul serveur. L'intégration, la configuration, les agents, tout est sur un seul serveur. C'est le plus simple, c'est comme ça qu'on démarre, tout va bien. Au bout du 100e jour, on s'aperçoit que l'intégration, ça fonctionne plus vraiment parce que c'est trop long, c'est trop complexe. Donc voilà, on n'est plus content de notre intégration continue. Donc ce qu'on fait, c'est que on va déporter 2 agents sur une autre machine avec des machines virtuelles, par exemple, du Docker, etc. On va déclencher donc des agents qui seront sur une autre machine et notre serveur d'intégration continue va servir d'orchestrateur. Au 150e jour, les artefacts qu'on génère, parce que bien entendu notre projet est devenu de plus en plus gros, les artefacts sont trop gros, ils remplissent tout l'espace disque, donc ça va plus, on est bloqué. Donc à ce moment-là, on va utiliser un object storage pour ne plus utiliser l'espace disque du serveur principal. On va à chaque fois enregistrer sur l'object storage. Au 300e jour, les développeurs se plaignent de la gestion des dépendances. En fait, chacun a des builds différents et qui ont besoin de différents environnements, et tout ça, ça marche pas bien. Quand on est sur un seul environnement de notre serveur d'intégration continue. Donc du coup, on va utiliser Docker pour virtualiser des environnements de build et pour avoir différents builds possibles avec différents environnements, par exemple avec des versions de Java ou de PHP ou de je ne sais quoi, ou de JavaScript différentes. Et donc dans chaque environnement, on aura des différentes versions pour générer des artefacts avec des différentes versions. Au 350e jour, les développeurs ils se plaignent à chaque fois devoir se connecter sur l'interface utilisateur pour gérer les pipelines, et que donc c'est un peu lourd, c'est compliqué, enfin voilà, c'est une usine à clics, voilà, ils sont pas contents.
Donc on va utiliser le plugin Jenkins Pipeline qui permet de gérer la configuration par fichier et donc d'automatiser même l'automatisation, donc d'automatiser la configuration de Jenkins. Au 400e jour, on a le DAF, donc le directeur administratif et financier, ou la DAF, qui se plaint qu'on dépasse trop d'argent pour l'intégration continue. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser JCI ou Kubernetes pour provisionner des nœuds qui seront utilisés uniquement quand on en aura besoin, c'est-à-dire pendant les heures de bureau, et arrêter quand on n'en aura plus besoin. Donc on ne va pas avoir notre serveur et les agents qui sont tout le temps en fonctionnement, ils vont fonctionner que quand potentiellement il y a quelqu'un qui va compiler. Et donc pas la nuit, pas le soir, etc., etc. Au 450e jour, chaque projet veut une configuration spéciale de Jenkins parce que chacun a des besoins différents au niveau projet, et puis du coup un seul Jenkins configuré de manière identique pour tout le monde, ça va pas. Il y en a qui vont vouloir des plugins spécifiques que d'autres ne vont pas vouloir, mais ils vont en vouloir d'autres, et donc du coup on va utiliser Helm pour installer Jenkins et pour que chaque équipe définisse ses besoins directement dans le code. Donc voilà, donc ça c'est juste un exemple de comment peut évoluer votre utilisation de l'intégration continue. Là c'est avec Jenkins, mais c'est avec tous pareil. Tout ça pour dire que au fur et à mesure de votre utilisation, vous allez changer des choses selon ce que vous avez besoin. C'est pas hop, j'ai installé l'intégration continue et après j'y touche plus jamais. Non, on va, comme pour tout, constamment aller la modifier et la configurer pour nos besoins et éventuellement l'améliorer. Donc en conclusion, pour l'intégration continue et le déploiement continu, ce que je dirais c'est que il faut commencer petit et grandir par étapes. Comme on l'a vu dans la timeline, on démarre, on a tout sur un seul serveur et c'est qu'après qu'on va utiliser des agents déportés, des virtualiser avec Docker, utiliser Kubernetes pour relancer le serveur et l'arrêter quand il n'y en a plus besoin. Voilà, on ne fait pas ça d'entrée de jeu, ça se fait petit à petit au fur et à mesure de l'utilisation et de la maturité également qu'on acquiert sur l'outil, quel que soit l'outil d'ailleurs. Donc on commence avec un projet pilote. D'abord on fait juste un build et les tests d'intégration continue. Et puis après, on rajoute les étapes dans le pipeline. Comme on a vu, on va rajouter des validations ou des choses plus techniques, comme on a parlé, rajouter de la virtualisation, etc. Et enfin, après, on va généraliser sur tous les projets. Et donc, une autre chose, c'est donc bien penser à utiliser des builds distribués quand le temps d'exécution du pipeline devient trop important et que donc notre intégration continue, quand ça commence à râler et que on va dire là, l'intégration continue c'est trop long, on ne peut plus la déclencher tout le temps, c'est là qu'il va falloir commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut paralléliser et lancer différents agents en même temps. Il n'y a pas une seule manière d'utiliser l'intégration continue et il n'y a pas une seule bonne manière d'utiliser l'intégration continue. C'est chacun qui va l'utiliser différemment, selon les projets, selon les environnements, selon votre SI, selon vos besoins. Vous allez créer votre propre intégration continue et livraison continue. Et là, enfin, je dirais que l'intérêt de l'intégration continue et de la livraison continue, c'est qu'on va se concentrer sur le code, et donc sur coder, et non plus sur mais comment je fais pour livrer, est-ce que je vais pouvoir livrer, mais est-ce qu'on va pouvoir rassembler le code de un tel avec tel autre, ou merger les deux projets, etc. Tout ça maintenant, comme on a l'habitude de le faire tout le temps, c'est plus un problème. Et maintenant, donc, on code, on corrige des bugs, on teste, et donc voilà, il faut toujours tester, mais voilà, ça se passe bien. Donc on arrive sur le choix des outils d'intégration continue. Et donc, en préambule, il va falloir se poser deux questions.
est-ce que je veux être hébergé en interne ou en SaaS? Puisque là, du coup, on va voir que on ne va pas utiliser les mêmes outils forcément. Et donc, c'est une question importante. Et bon, ça dépend de vos besoins et de comment vous voulez travailler. Personnellement, je préfère une utilisation en interne, avec un outil hébergé en interne qu'on va pouvoir mieux gérer et customiser à nos besoins. Mais l'intérêt du SaaS, c'est que ça marche de suite et que voilà, dès qu'on a pris l'abonnement, pouf, ça marche. Voilà, tout est configuré, tout fonctionne. Et la deuxième question, c'est propriétaire ou open source. Bon, c'est un petit peu lié avec la première parce que souvent, enfin pas toujours, mais souvent quand on est hébergé en interne, on va prendre des outils open source, même si on peut prendre un outil propriétaire. Et souvent les produits en SaaS, ça va être du propriétaire et pas de l'open source. Mais donc ça aussi, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez faire et de comment vous voyez les choses, mais aussi de si vous allez vouloir éventuellement, par exemple, rajouter des plugins, développer vos propres plugins. À ce moment-là, il vaudra mieux partir sur un outil propriétaire et de préférence hébergé en interne. Donc quels sont les outils qu'on va voir? Les anciens, je les évoque maintenant, mais on ne va pas en parler. Cruise Control, qui est donc l'ancêtre. Hudson, qui est l'ancêtre de Jenkins, qui est devenu Hudson est devenu Jenkins suite à un conflit de l'auteur avec la fondation qui l'hébergeait. Apache Continuum, bon, j'évoque le nom, mais il a été abandonné en 2016, donc voilà. Ce dont je vais pas plus parler que ça, enfin je les évoque juste maintenant, mais pas plus, parce que j'ai pas trop d'expérience dessus ni de retour, mais a priori c'est des bons produits aussi. TreeOrder, qui est l'outil de Mozilla qui est pas mal. Team Foundation Server de Microsoft, avec les problématiques de Microsoft, c'est-à-dire que c'est très lié à l'écosystème Microsoft. TeamCity de JetBrains, que beaucoup de gens aiment bien, de même que CodeShip. Et CloudBuild, qui a la particularité de pouvoir travailler avec d'autres outils, et entre autres avec Jenkins ou avec GitLab. Donc c'est pas forcément un outil qu'on va utiliser tout seul. La comparaison qu'on va faire aujourd'hui, elle va être entre CircleCI, TravisCI, Bitbucket avec Bamboo, puisqu'il faut les deux pour avoir une solution complète, Jenkins et GitLab. Alors CircleCI, l'avantage c'est que c'est du SaaS, donc un démarrage rapide. Il y a un plan gratuit pour les projets d'entreprise, donc vous pouvez démarrer gratuitement avec un petit peu de limitation, mais vous pouvez démarrer sans rien payer et donc voir tester en vrai. C'est léger et configurable en YAML, donc c'est assez sympa à utiliser. Et ça s'exécute sur ses propres serveurs puisque c'est un SaaS, donc ça c'est tout bénéfice. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de macOS si vous avez besoin de faire des builds sur macOS et qu'il n'y a que deux versions d'Ubuntu à ce jour, la 12.04 et la 14.04. Le support des langages est un petit peu restreint, mais bon, il y en a quand même pas mal, puisqu'on a quand même du Go, du Haskell, du Java, du PHP, du Python, du Ruby, du Rails et du Scala. Et pour faire la customisation, il va falloir utiliser un logiciel tierce. Et donc, pour moi, je considère que ça, c'est aussi un inconvénient. Donc, c'est pour ça que je le liste également en inconvénient. TravisCI, c'est un petit peu pareil, sauf que l'avantage, c'est qu'il a une build matrix bien sympa. Bon, on a toujours le démarrage rapide puisqu'on est toujours en SaaS. Un plan gratuit uniquement pour les projets open source. Il est également léger et configurable en YAML. Il s'exécute toujours sur ses propres serveurs et il fonctionne très bien avec GitHub. Donc on le retrouve souvent sur les projets GitHub qui utilisent TravisCI. Il est donc plus cher que CircleCI puisqu'il n'y a pas de vraie offre gratuite à part pour un projet open source. Il y a toujours un logiciel tierce pour la partie customisation.
Et il n'y a pas de continuous delivery possible avec Travis CI, donc c'est un peu embêtant si c'est vers quoi vous voulez aller. Et l'hébergement ça s'interface uniquement avec GitHub. Bitbucket et Bamboo, qui est donc la solution de Atlassian, donc forcément ça s'intègre très bien avec Jira. C'est gratuit pour les projets open source. L'inconvénient, moi ce que je trouve un peu compliqué, après ça dépend de votre maturité avec ces produits-là, mais c'est qu'on utilise plusieurs outils différents. Donc on va utiliser Jira, Bitbucket, Bamboo, donc à chaque fois on bascule sur un autre outil qu'il faut connaître, qu'il faut appréhender, qui est dans le même écosystème mais qui est un produit différent. Donc voilà. Et ensuite, bon, il y a l'autre problème, c'est la gouvernance d'Atlassian, puisque c'est un produit en SaaS qui est géré par Atlassian, que je trouve un peu étrange, parce que par exemple, Mercurial, était le gestionnaire de source qui avait été choisi au démarrage de Bitbucket. Après, ils ont choisi de rajouter Git suite à la pression, puisque tout le monde utilisait Git. Et du coup, maintenant, ils ont abandonné Mercurial. Donc, on part sur un truc, après, ils l'arrêtent. Donc là, voilà, on ne sait pas trop où ils vont aller, comment ils continuent. Voilà, enfin, voilà, moi, je trouve que la gouvernance d'Atlassian est un peu complexe. Il n'y a pas d'outil de monitoring, il n'y a pas de configuration par code. Et donc, bon, ben voilà, c'est du SaaS, donc toujours un peu un problème. Jenkins, donc c'est un des produits phares, si ce n'est le produit phare pour faire de l'intégration continue, de la livraison continue. Les avantages, bah, c'est forcément en premier lieu son prix, puisque c'est un logiciel libre, donc vous l'installez autant de fois que vous voulez gratuitement. La customisation se fait à l'aide de très nombreux plugins, donc il y a des plugins pour un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est un bon point, mais on va voir que ça peut être aussi un inconvénient. On a un accès complet au logiciel puisque c'est un logiciel open source. Il y a une communauté qui est très active puisque c'est un produit qui existe depuis très longtemps. Je disais que anciennement c'était Hudson. Et voilà, donc il y a une bonne maturité avec une communauté très importante qui l'utilise et qui développe donc tout un tas de choses et notamment les plugins. Il fonctionne sur la JVM, donc sur Linux, sur Windows, sur Mac, et il s'intègre avec de très nombreux autres logiciels, y compris les formes logicielles comme Tulip. Et donc il y a des plugins pour tout ça. L'inconvénient, bah, c'est qu'il faut donc l'héberger soi-même. Donc ça veut dire qu'il faut des dépenses matérielles. Il va falloir trouver un serveur pour l'héberger. Et il faut que ce soit en matériel ou en virtuel. Mais bon, voilà, il va falloir quand même l'héberger quelque part. Et il faut des ressources humaines. Donc ça veut dire qu'il va falloir monter en compétence sur Jenkins. Comment on l'héberge, comment on le maintient, comment on le configure, etc. Et donc, comme je viens de le dire, il faut des compétences pour gérer toute la configuration et la customisation. Et la courbe d'apprentissage, elle est assez élevée. Au départ, c'est un peu compliqué de faire tout ce qu'on va vouloir faire avec Jenkins. Voilà, c'est pas si simple au début. L'interface, elle est un petit peu datée, mais récemment, ils ont fait un effort avec le thème Evolution, et donc c'est déjà mieux. Et donc l'inconvénient, c'est les plugins. Comme je disais, voilà, il y a de nombreux plugins et ils sont pas tous, ils sont majoritairement gérés par la communauté et ils ne sont pas tous bien suivis. Certains, peut-être vous allez l'utiliser puis vous apercevez que finalement ça fait 5 ans qu'il n'a pas été mis à jour et qu'il n'est pas compatible avec la dernière version de Jenkins que vous voulez utiliser. Donc c'est un peu un problème. Il faut tout le temps suivre les plugins, où ils en sont, est-ce que c'est compatible avec ce que j'ai maintenant, avec ce vers quoi je veux aller. Donc ça peut être un peu avec la courbe d'apprentissage, je pense que c'est un peu la plus grosse problématique de Jenkins, la gestion des plugins. Pour finir sur Jenkins, donc si vous utilisez Jenkins, je vous encourage à regarder la vidéo de Jenkins sur Google Cloud qui va vous montrer comment améliorer votre utilisation de Jenkins et accélérer les builds, en particulier en utilisant Kubernetes.
Donc là maintenant on va voir ce que va nous apporter Spinnaker quand on utilise Jenkins. Donc on revoit comment on fait pour aller du code jusqu'à la production. Donc quand on est en continuous delivery ou en continuous deployment. Et donc là Jenkins va se charger de toute la partie intégration continue et Spinnaker va se charger de toute la partie déploiement, aussi bien dans les environnements locaux que jusqu'en prod si besoin. Donc de nouveau, il y a plusieurs documents qui vont pouvoir vous aider, notamment avec Google sur l'utilisation de Jenkins dans Google avec GC, Google Compute Engine, ou d'utiliser Spinnaker avec Gkey qui est Google Kubernetes Engine, ou juste Jenkins et Google Kubernetes Engine. Je mettrai tous les liens dans les commentaires. Voilà, donc vous avez pas mal de souplesse avec Jenkins. Mais mon préféré, voilà, mon outil préféré, c'est GitLab. Pourquoi? Parce que il a de nombreux avantages. C'est une forge logicielle qui est très complète. Il y a bien entendu Git et l'intégration continue et la livraison continue, mais on a également un gestionnaire de wiki, un gestionnaire de bugs, une vue Kanban et des intégrations tierces avec des outils de chat par exemple. Donc pour pouvoir vraiment gérer tout votre produit, tout votre logiciel, votre développement avec un seul produit. Et ça c'est assez important parce que par exemple, si vous voulez que quand vous faites un commit dans Git, clore automatiquement un bug, eh bien avec cet outil-là, il suffit de dire close numéro tant du bug et ça va fermer automatiquement le bug. Donc ça vous libère de tout un tas de tâches et ça c'est fait automatiquement. Bien sûr, ça on peut le faire particulièrement avec Jenkins qui va s'intégrer avec d'autres outils, mais il va falloir intégrer les outils, faire la liaison, configurer tout ça. Là, c'est fait direct. Donc, c'est ça la grosse force de GitLab, c'est qu'il fait beaucoup de choses comme le feraient d'autres, et en particulier Jenkins, mais là, c'est déjà tout configuré, tout prêt. Une fois que vous l'avez installé, tout est là. Et donc, justement, l'installation, GitLab, c'est un outil libre, en Community Edition, donc que vous pouvez installer en local, mais il est aussi supporté en Entreprise Edition. Et donc là, du coup, on va le retrouver dans le cloud, sur GitLab, et dans Framalab, donc c'est pas l'entreprise édition dans Framalab, mais c'est une installation locale qui a été faite, enfin une installation sur les outils de Framasoft et d'autres aussi qui ont décidé d'utiliser la forge GitLab et qui l'offre à disposition. Et donc, si je reviens sur l'entreprise édition, le fait qu'il soit une entreprise édition qui est donc payante, qui va donc être en compétition avec d'autres outils, fait qu'ils ont fréquemment des nouvelles choses qui apparaissent dans le produit parce qu'ils sont en compétition et donc ils ne peuvent pas s'arrêter de produire des nouvelles fonctionnalités, d'améliorer les choses, etc. Donc ça aussi c'est très important, ça veut dire que c'est un outil qui est en constante évolution. Et également, il est simple d'utilisation parce qu'on a à la fois des vues graphiques par clic où on peut faire tout un tas de choses, éditer ces fichiers directement depuis une vue web comme on fait par exemple dans GitHub, mais également c'est configurable par le code avec des fichiers YAML. Voilà, donc on a vraiment pour moi le meilleur de tous les mondes possibles. Dans les inconvénients, parce qu'il fallait bien lister quelque chose, j'ai mis qu'il y avait moins de possibilités de plugins que Jenkins, mais en fait, bon, il y a déjà tous les plugins qu'on veut, et comme je l'ai dit précédemment, la multitude de plugins de Jenkins, ça peut devenir un inconvénient, donc voilà, pas forcément un avantage.
Comme annoncé précédemment, il n'y aura pas de démo parce que la présentation dure vraiment trop longtemps, on est à plus d'une heure. Donc la démonstration sera dans une autre vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rajouter des commentaires si vous avez des questions. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.